Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou même en podcast puisqu'on est absolument partout. On n'y pense pas forcément tous les jours, hein, mais comment est-ce que ça se fait que notre espèce humaine peuple la Terre aujourd'hui, hein, parce que à la préhistoire, l'Homo sapiens, c'était qu'une espèce d'hominine parmi d'autres. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là, hein? Pour le découvrir, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Jacques Hublin, un paléo-anthropologue qui est spécialiste d'Homo sapiens. Il a dirigé de 2004 à 2021 le département Évolution de l'homme de l'Institut Max Planck d'anthropologie à Leipzig, en Allemagne. Il enseigne depuis 2024 au Collège de France et aujourd'hui il s'occupe de la chaire de paléo-anthropologie là-bas. Vous pouvez d'ailleurs écouter ses cours en ligne, hein. On vous met bien évidemment les liens dans le coin comme d'habitude. Il a écrit également de nombreux ouvrages, hein, sur ces sujets de prédilection comme Homo sapiens, une espèce invasive en 2022 ou encore La tyrannie du cerveau, un nouveau récit de l'évolution humaine en 2024. Donc pour l'heure, on va se concentrer sur Sapiens et la paléoanthropologie avec Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Très bien. Heureux d'être sur Nota Bene. Nous aussi, on est heureux de vous recevoir pour passer un petit peu de temps aujourd'hui ensemble. Alors, pour ceux qui vous connaissent pas, comment est-ce que vous en êtes arrivé là aujourd'hui? Est-ce que vous êtes tombé déjà tout petit dans cette marmite? Oui, je suis tombé dedans, je dirais pas enfant, mais préadolescent. Voilà. Donc, j'étais très intéressé par les sciences naturelles en général, la paléontologie en particulier. Et puis voilà, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin avec une formation assez classique. Je suis arrivé à la paléoanthropologie par la voie de la géologie en fait. Donc au départ, ma formation universitaire, c'est une formation de géologue. Voilà, l'histoire de la Terre. Et dans l'histoire de la Terre, il y a l'histoire de la vie. Et donc il y a de la paléontologie, on s'intéresse aux fossiles. Et à l'intérieur de cette discipline, eh bien, je me suis spécialisé dans la paléontologie humaine. Alors évidemment, dès qu'on s'intéresse à l'homme, immédiatement, il faut se préoccuper d'autre chose que de la biologie et de l'évolution anatomique. Il faut se préoccuper du comportement, de la culture, de l'interaction avec l'environnement. Et donc, voilà, j'ai glissé vers ce qu'on appelle la paléoanthropologie. Donc, j'ai eu une carrière assez, j'allais dire, classique. Je suis rentré au CNRS. J'aurais aimé rentrer plus vite, mais je suis rentré au CNRS finalement après ma thèse. J'ai été chercheur plusieurs années à Paris, à l'université de Paris 6 et puis au Musée de l'Homme. Et puis ensuite, je suis rentré dans l'enseignement supérieur, devenu professeur d'université à Bordeaux. Et je suis resté pas très longtemps, 4-5 ans. Et là, il y a une institution de recherche allemande qui s'appelle la société Max Planck Gesellschaft, qui est venue me chercher en me disant on est en train de créer un institut de recherche en Saxe et on cherche un directeur pour le département d'évolution humaine. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, ça m'intéressait. Bon, ils m'ont fait, comme on dit, une proposition qu'on ne peut pas refuser. Et donc, je suis parti en Allemagne, vivre en Allemagne pendant presque 20 ans, en fait. Hein. Et donc, ça, c'est... un an avant, si on m'avait dit tu vas partir en Allemagne, j'aurais rigolé, mais je suis parti en Allemagne. Et ça a été une aventure absolument extraordinaire. D'abord sur le plan humain, parce que bon, j'ai rassemblé une équipe de gens formidables. Et puis c'est un système où il y a il y a un flot de jeunes chercheurs. Évidemment qu'on essaie de sélectionner les plus brillants possibles, qu'on essaie d'aider pour qu'ils produisent le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, il y a des résultats formidables qui sortent. Hein. Il y a des moyens financiers aussi que malheureusement, je n'aurais jamais eu en France. Et voilà, pendant 18 ans, on a produit plus d'une centaine de publications par an sur toute une série de sujets.
parallèlement à ça, enfin déjà en amont de ça, j'avais enseigné à l'étranger, surtout aux États-Unis, à Berkeley d'abord, à Stanford. Et puis j'ai été professeur aussi associé, enfin attaché à l'université de Leiden aux Pays-Bas pendant une dizaine d'années. Donc j'avais des étudiants là-bas aussi. Voilà. Et donc à un moment donné, le Collège de France m'a proposé de faire des cours. Ça a commencé en 2014. Comme j'avais toujours ma position en Allemagne, j'ai eu une chaire invitée, une chaire internationale, enfin, un tas de bricolage pour que je puisse enseigner en France tout en ayant mon job là-bas. Et puis en 2021, là, je suis rentré à Paris et donc là, maintenant, je suis titulaire de la chaire de paléanthropologie au Collège de France. Alors le Collège de France, vous n'êtes pas le premier professeur qu'on reçoit, on a eu la chance de recevoir Patrick Boucheron ou encore François-Xavier Fauvel. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Alors le Collège de France, c'est une institution très ancienne, 1530. On va bientôt fêter le 500e anniversaire. Donc ça a été créé sous François Ier. C'était l'anti-Sorbonne. Hein. D'ailleurs, on est de l'autre côté de la rue par rapport à la rue Saint-Jacques. Et je dis l'anti-Sorbonne parce que d'une part, on a dès l'origine, on a invité des professeurs qui enseignaient des disciplines qui n'étaient pas enseignées à la Sorbonne, où on faisait surtout de la rhétorique, de la théologie, des choses comme ça. Donc ici, c'était plutôt astronomie, puis alors des trucs qui étaient pas très recommandables, de l'hébreu, des trucs comme ça. Donc on avait des profs catholiques, mais aussi des non-catholiques, des protestants carrément, des juifs, enfin bon, bref. Et alors, l'institution a gardé un peu ce caractère un peu, disruptif, on va dire. Alors, c'est une petite institution, il y a un peu moins de 50 professeurs titulaires, ce qui est ridicule par rapport à une grosse université. Alors, en théorie, on essaie de recruter les meilleurs possibles. Pas toujours facile parce qu'il faut qu'ils enseignent en français. Bon. Et donc, c'est l'enseignement de disciplines fondé sur la recherche en train de se faire. Donc, ce qu'on attend d'un professeur au Collège de France, c'est qu'il conduise des recherches de pointe et donc il s'appuie là-dessus pour faire un enseignement. Et cet enseignement, alors là aussi, c'est l'anti-Sorbonne parce que cet enseignement, il est destiné à tout le monde. La devise du Collège de France, c'est Omnia Docent. Ça veut dire on enseigne tout. Mais en fait, on devrait dire on enseigne tout à tous. Et donc, il n'est point nécessaire de s'inscrire. Il n'y a pas d'examen à passer. Il n'y a pas de diplôme d'ailleurs non plus. La porte est ouverte. Il suffit de venir. Il y a un programme qu'on peut aller consulter sur Internet. On peut venir s'asseoir dans un amphithéâtre et écouter un cours sur de l'astrophysique, de l'écriture cunéiforme ou de l'évolution humaine. Et surtout, maintenant, on peut avoir accès à tout cet enseignement en ligne. Alors, c'est pas en direct, c'est en léger différé, si je peux dire. Ce sont des vidéos qui sont enregistrées et mises en ligne. Ah mais c'est déjà énorme et c'est gratuit et c'est dispo sur YouTube. Plus d'infos sur le site du Collège de France et comme le précise Malo, si vous voulez pousser la porte du Collège de France, faites-le, mais venez une bonne demi-heure avant quand même. Voilà. Écoutez Jean-Jacques, je vous propose en tout cas de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui on va parler donc paléoanthropologie, qui est votre spécialité. On va aussi avoir un petit aperçu de l'évolution des homininés, et ça sera l'occasion pour moi de vous demander la diff avec les hominidés, parce que je ne connaissais pas le terme homininé. Ensuite on parlera évidemment de Homo sapiens. Alors pour reprendre un petit peu là le fil et la paléoanthropologie, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur une courte définition de ce qu'est cette discipline? Comme ça au moins on sait de quoi on parle. En fait c'est une question assez difficile. Ça peut faire sourire pour quelqu'un qui est titulaire de la chaire de paléoanthropologie.
Pourquoi? Parce qu'en fait, en France, en langue française, paléanthropologie, ça a longtemps été, et c'est d'ailleurs toujours souvent, synonyme de paléontologie humaine. En gros, c'est l'étude des fossiles humains, plus ou moins anciens, depuis Lucie et même avant, jusqu'à l'homme de Néandertal. En langue anglaise, ça a pris une signification assez différente, en particulier à cause d'un professeur qui s'appelait Francis Clark Howell, qui était professeur à Chicago, et qui a commencé dans sa jeunesse, dans les années 60-70, il a commencé à publier des articles où il intégrait des tas d'autres aspects disciplinaires autour de cette étude des fossiles humains. Donc il intégrait de l'archéologie préhistorique, il intégrait des considérations sur l'environnement, la faune, la géographie, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est un peu dans ce sens-là qu'est pris le terme de paléoanthropologie, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'évolution humaine, mais au sens très large, c'est-à-dire à la fois sur le plan biologique et sur le plan comportemental. Personnellement, bon, j'ai eu la chance, je parlais de Berkeley tout à l'heure, j'ai eu la chance dans ma jeunesse d'être invité par Francis Clark Howell qui était passé à Berkeley au moment où il a pris sa retraite, il m'a dit: je cherche quelqu'un pour donner mon cours, est-ce que tu veux donner à ma place? Bon, j'étais un jeune chercheur, ça m'a donné un melon absolument comme ça, mais je suis allé faire ça et ça a été une très très grande expérience. Moi, j'ai été très influencé par cette école-là. Il y a une douzaine d'années, j'ai créé en Europe une société qui s'appelle Society for the Study of Human Evolution, European Society. Et donc, c'est-à-dire la Société européenne pour l'étude de l'évolution humaine. Et en fait, cette société se réunit tous les ans dans différents pays d'Europe, différentes villes. Et si vous allez à une de ces réunions, bah, vous verrez, il y a de l'évolution humaine au sens des fossiles, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de préhistoire, d'archéologie préhistorique, il y a de la génétique, il y a de la primatologie, il y a toutes sortes de choses qui tournent autour de ce concept-là. Et pour dire les choses simplement, de mon point de vue, ça n'a pas beaucoup de sens d'étudier l'évolution humaine si on s'attache uniquement à un de ces aspects-là. Parce que l'évolution humaine, c'est en fait constamment une interaction entre l'évolution biologique et l'évolution comportementale, culturelle. Et tout ça, ça se fait dans un cadre environnemental qui est extrêmement changeant et qui impacte directement les humains. Et donc, si on n'intègre pas tout ça, on ne comprend pas grand-chose. Oui, mais c'est ce qui fait que ces dernières années, d'ailleurs, peu importe la spécialité, quand on étudie un sujet, ça devient quasiment toujours transdisciplinaire, en fait. On a besoin des différentes spécialités pour essayer de comprendre le contexte global. Quand est-ce qu'elle est apparue, cette spécialité, du coup ? C'est un paradoxe. La science qui s'intéresse aux origines, aux périodes très anciennes de l'humanité, en fait, c'est une science très récente. C'est-à-dire que, alors que les mathématiques ou l'astronomie existent depuis des millénaires, la paléanthropologie, ça a commencé au milieu du 19e siècle. Dans les années 1850, par là, il y a trois choses qui sont arrivées simultanément. La découverte pour la première fois d'un fossile qui n'était pas un homme comme nous, l'homme de Néandertal, 1856. Il y a eu la publication aussi, et au départ c'était complètement indépendant, d'outillage en pierre taillée qu'on a reconnu comme étant fabriqués par des hommes qui avaient vécu dans des périodes très très anciennes. Et puis la publication par Darwin de son ouvrage sur l'origine des espèces par voie de sélection naturelle. Tout ça, c'est arrivé un peu en même temps. Et ça a été le coup d'envoi de cette discipline. Alors, ça a été quelque chose d'assez tumultueux. C'est-à-dire, tout ce dont je parle là n'a pas été toujours très bien reçu. Ça a été un bouleversement vraiment extraordinaire pour les gens qui ont vécu cette époque-là. Et d'ailleurs, le public,
dès l'origine, s'est passionné pour ce sujet parce que c'était tellement révolutionnaire. Voilà. Alors, longtemps, évidemment, on est disposé de très peu de données. Par exemple, en ce qui concerne les hommes fossiles, il a fallu pratiquement attendre les années 1880-1890 pour qu'on trouve d'autres hommes fossiles que ce premier homme de Néandertal et qu'on commence à en avoir quelques-uns. Et en fait, quand j'ai commencé ma carrière, donc je ne parle pas du paléolithique, hein, on connaissait une douzaine d'espèces d'hommes fossiles. On en connaît aujourd'hui 25 plus, quoi. Et alors, on nous demande quelles sont les raisons qui fait qu'on ne s'y est pas intéressé plus tôt. On considérait que ça allait de soi qu'on a toujours été là, en fait. Il faut bien comprendre que y avait des explications à l'origine de l'homme, hein, et l'explication religieuse dominait. Hein, donc, les gens se tracassaient pas tellement de savoir d'où on venait, puisque la réponse était dans la Bible. Hein, donc, voilà, Adam et Ève étaient les parents de toute l'humanité. Et d'ailleurs, c'est vraiment un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, parce que toutes les sociétés humaines ont leur mythe d'origine. Il y a des gens, d'ailleurs, qui travaillent là-dessus, c'est extrêmement intéressant, l'évolution des mythes et comment on peut tracer ça très loin dans le passé. Et ce mythe d'origine, pour les sociétés occidentales, c'était la Genèse, c'était la Bible. Hein. Et donc, quand on a découvert qu'il y avait sous les pieds des Européens, là, dans le sous-sol des villes comme Londres ou Paris, des restes d'animaux disparus qui avaient côtoyé des hommes différents de nous, ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc, il y avait un côté un peu soucoupe volante qui se pose sur la place de la Concorde. Hein. C'était la révélation d'un monde complètement insoupçonné et très exotique. Et donc, il y a cet engouement très fort. Et à ce moment-là, il y a une sorte de substitution. C'est-à-dire la plupart des gens vont abandonner le mythe d'origine biblique et vont s'accrocher à un récit beaucoup plus scientifique. Mais, de mon point de vue, la préhistoire, la paléanthropologie a quand même gardé une dimension un peu métaphysique, un peu mythologique. Et d'ailleurs, ça explique pas mal de ces... Alors, ça explique à la fois son succès dans le public, mais ça explique aussi un certain nombre de ses travers, parce qu'il y a cette double fonction qui est à la fois une discipline avec un discours scientifique, mais en même temps un petit peu le côté on va s'asseoir autour du feu et le vieil homme de la tribu va raconter des histoires sur ce qui s'est passé dans les tréfonds du passé et des origines. Et donc, alors c'est plus un feu aujourd'hui, c'est plutôt un poste de télévision ou un écran d'ordinateur, mais il y a un peu de ça quand même. Ah, c'est intéressant ça de voir du coup Vous constatez des dérives autour de tout ça. Et oui, parce qu'il y a forcément une dimension de storytelling. Hein, il y a une dimension de... On a des faits qu'on peut discuter, mais ces faits sont insuffisants dans le fond pour donner une image complète du passé, en tout cas l'image qu'on aimerait avoir. Donc la tentation, elle est forte de reconstruire ce qui nous manque en servant de son imagination. Et dès qu'on fait ça, eh bien, forcément, là, on commence à être influencé par tout un tas de facteurs. Et donc, moi, je mets toujours en garde les étudiants, les jeunes chercheurs. Je leur dis, vous savez, quand vous lisez même un article scientifique, séparer ce qui est vraiment ce que sont les données qui sont présentées, et puis ensuite ce qu'on rajoute autour. Surtout qu'aujourd'hui, même pour vendre, si je peux dire, un article scientifique dans une revue de haut niveau comme Nature ou Science, enfin des trucs qui ont une diffusion planétaire, je sais de quoi je parle, parce que quand j'étais directeur de ce département à Leipzig, on attendait de nous quand même de sortir nos recherches dans ce type de journal.
il faut vendre une histoire quand même aux éditeurs du journal. Il faut avoir un truc plus que j'ai trouvé un os, il est très intéressant, il est très vieux, il est comme ci, il est comme ça. Et donc, voilà. Et en plus, le public est demandeur. Donc, le risque, et je pense que c'est plus qu'un risque, beaucoup de mes collègues sont tombés un peu dans ce travers, c'est-à-dire de raconter des histoires, en fait. Hein. Quand on a préparé cette émission, vous nous avez dit que chaque époque a eu sa propre vision de la préhistoire. Alors, c'était quoi cette vision de la préhistoire au 19e siècle? C'est exactement ce dont je suis en train de parler. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même un peu un territoire de rêve, la préhistoire. Et donc, on projette sur l'écran de la préhistoire des préoccupations, voire des fantasmes ou des lubies qui sont les lubies du moment. D'accord? Et souvent, la façon dont on a présenté le passé est très influencée par, en allemand on dit le Zeitgeist, hein, l'esprit du moment. Le 19e siècle, c'est une époque où on croit au progrès. Et donc, les pères fondateurs de la préhistoire, si je peux dire, sont des gens qui décrivent ça comme un cheminement vers la civilisation. Donc, et la civilisation nous a tirés de l'enfer de la préhistoire. Un roman ou même un film comme La Guerre du Feu décrit quand même une préhistoire assez horrifique par certains aspects. Hein. Et donc, on met bout à bout des époques avec des progrès biologiques et des progrès techniques. Et donc, peu à peu, on va vers le mieux et on va vers le présent. Donc ça, c'est la fin du 19e siècle triomphant. Dans le 20e siècle, surtout après les années 60-70, hein, c'est le présent qui a commencé à faire figure d'enfer et pas le passé. Et donc, il y a un retournement et on se met à considérer la préhistoire comme un paradis perdu. Et donc, on a tendance, surtout dans les années 80, à idéaliser ce monde-là. Hein. Et donc, on est un peu dans la queue de comète de ce phénomène-là. C'est-à-dire, on aimerait bien quand même que le passé réponde à certaines de nos attentes. Donc, les hommes du début du 21e siècle, ils aimeraient bien voir le passé paléolithique comme un monde où les hommes sont préoccupés de l'environnement, où les femmes ont toute leur place dans la société, ne sont pas encore tombées sous la férule du patriarcat, où les hommes sont relativement pacifiques, il n'y a pas trop de conflits, des choses comme ça. Il faut bien voir qu'il y a là-dedans une projection en fait de fantasmes qui sont des fantasmes modernes. Donc si on s'en tient à la réalité, c'est un peu plus nuancé. C'est vraiment rigolo parce que en fait on travaille beaucoup sur Nota Bene ou même avec les gens qu'on reçoit ici sur les littératures de l'imaginaire et d'à quel point par exemple la fantasy nous permet justement de nous évader à travers des mondes imaginaires, des autres temporalités, et il y a ces mêmes phénomènes en fait de retour à la nature, de projection vers un ailleurs un petit peu meilleur. Et c'est rigolo parce que finalement, cette préhistoire, elle fait figure presque d'un imaginaire. Mais vous savez, je travaille en ce moment à la préparation d'une exposition qui doit avoir lieu en 2026 au Collège de France sur le lien justement entre science et puis fiction, rêve. Et donc, c'est assez remarquable de voir, par exemple, comment, dès le 19e siècle, la littérature s'empare de ce sujet-là. Pas que la littérature, les arts plastiques, la peinture, etc. Et c'est remarquable de voir que les auteurs qui se sont intéressés à ce sujet-là sont souvent des auteurs qui ont aussi écrit de la science-fiction. Donc, il y a les deux. On s'échappe vers le futur ou vers le passé, et on crée un monde qui est un monde un peu de rêve parfois. Concrètement, sur le terrain, comment est-ce qu'on en fait de la paléoanthropologie ? Ça dépend un petit peu j'allais dire, des périodes auxquelles on s'intéresse. Hein. C'est-à-dire que l'évolution des hominines, on va en parler dans un moment, ça court sur une très très longue période, 7-8 millions d'années.
Au début, on a affaire à des êtres qui sont très différents de nous. Ils ne sont pas des hommes en réalité. Et donc là, rechercher des fossiles d'hominines très anciens, bah, c'est un petit peu comme rechercher des fossiles de n'importe quoi, de dinosaures ou d'autres vertébrés. Donc là, on va sur le terrain. Alors en ce qui concerne les hominines, ça se passe en Afrique, hein. Et donc on va sur le terrain et puis on va dans des zones où on peut trouver des fossiles de différentes périodes. Et puis on va faire des prospections. Alors le climat et et l'absence de végétation dans certains coins d'Afrique aide beaucoup. Donc on se balade sur le terrain dans des endroits où il fait très très chaud souvent. Et puis on essaie de repérer des endroits où on trouve des ossements. Et si on en trouve, on fait parfois des petites fouilles, mais souvent c'est un peu de la récolte quand même. Excusez-moi, mais juste, comment est-ce qu'on fait pour sniffer l'endroit où il va y avoir des... Parce que là, dit comme ça, on a un peu l'impression qu'on prend une baguette de sourcier et qu'on va à la chasse au... Non, ben non, parce que je parlais de ma formation de géologue tout à l'heure. Bah, on sait où on va quand même. C'est-à-dire, si on a des terrains qui ont été déposés il y a 200 millions d'années, il n'y a aucune chance qu'on trouve des restes humains dans ces terrains-là. Donc on va aller chercher sur des terrains qui datent d'une époque où on peut avoir des hominines, bien sûr, hein. Et puis ensuite, il y a différents types de formations géologiques où on peut raisonnablement espérer trouver des fossiles de ce genre-là, et puis d'autres où ça va jamais arriver, hein. Voilà, c'est quelque chose qui s'est déposé à plusieurs centaines de mètres de profondeur dans un lac, pas la peine d'y aller. Mais voilà. Donc ça, il y a cet aspect-là. Alors maintenant, ça s'est beaucoup, comment dire, perfectionné. On utilise on utilise des images satellitaires. On utilise aussi on a des moyens. Alors maintenant, l'intelligence artificielle s'y met, hein. Donc on essaie de construire des modèles prédictifs pour savoir où est-ce qu'on peut trouver ces fossiles qu'on cherche. Quand on se rapproche de périodes beaucoup plus présentes, enfin récentes plutôt, ce qui est mon cas d'ailleurs, là, en fait, la recherche paléoanthropologique, elle se confond avec la recherche en préhistoire. C'est-à-dire, on fouille des sites paléolithiques. Alors, ça peut être des sites en grotte ou en plein air. Je fais une petite parenthèse pour les hominines anciens. Il y a aussi des fouilles en grotte, en particulier en Afrique du Sud. Donc là, c'est difficile de séparer la recherche paléoanthropologique strictement dit de la recherche de sites archéologiques. Alors, cela étant dit, il y a des sites archéologiques, donc paléolithiques, où on trouve des outillages en pierre taillée, où on a déjà trouvé des restes humains. Et évidemment, la probabilité d'en trouver d'autres est plus élevée que dans des sites où on n'en a jamais trouvé. Donc, on n'y va pas quand même complètement à l'aveugle. Et alors, une fois qu'on a trouvé ce qu'on devait trouver, c'est quoi les étapes d'après? Comment est-ce qu'on va étudier tout ça? Comment est-ce qu'on va le dater? On parle des fossiles humains, là, hein, parce que à côté de ça, il y a tout le travail sur la reconstitution du milieu, des conditions de formation du site, donc la géologie, les outillages en pierre taillée, il y a des gens qui travaillent là-dessus, l'organisation de l'habitat, etc. Alors, les restes humains, autrefois, encore une fois, dans ma jeunesse, c'était surtout faire de l'anatomie comparée. Donc, on étudiait des creux et des bosses sur les os en essayant de trouver une interprétation au changement anatomique. Donc, on regroupait les fossiles, on essayait d'identifier des espèces disparues, etc. Ça a beaucoup, beaucoup changé, surtout au cours la période pendant laquelle j'étais en Allemagne, là. On a beaucoup avancé dans des directions assez différentes. D'abord, les techniques d'imagerie et l'informatique a pris une grande importance, et donc on travaille de plus en plus sur des objets virtuels, en fait. Les fossiles sont dans des musées, ils sont assez difficiles d'accès. En général, les conservateurs n'ont pas très envie qu'on vienne les tripoter.
Puis il y a aussi des comportements pas très avouables, en fait, pour empêcher les concurrents d'avoir accès à tel ou tel matériel de comparaison. Et donc, ce qui est vrai, c'est que l'aspect avatar digital a pris le pas maintenant. Donc, quand j'étais à Leipzig, on a monté une base de données avec des centaines d'objets virtuels qui étaient en fait des représentations qui permettent alors d'explorer des structures internes, de faire des tas d'analyses de formes et de modifications qu'on ne peut pas faire sur le vrai fossile. Et puis, dans une autre direction, il y a tout ce qui est de l'ordre de la chimie qui s'est beaucoup développé. Alors, l'aspect virtuel, c'est formidable, parce que là, on ne touche pas les fossiles du tout. C'est même formidable pour leur conservation. L'autre direction, alors là, c'est autre chose, parce que là, c'est la substance même qui nous intéresse. Donc là, il faut aller en prendre un petit bout quand même. Et donc, on fait de la chimie isotopique, ça permet d'extraire des molécules qui nous disent quelque chose sur ce que ces gens mangeaient, dans quel environnement ils vivaient, comment ils sont déplacés dans le paysage au cours de leur vie. Enfin, on apprend énormément de choses. Et puis, surtout, ce qui s'est beaucoup développé aussi, c'est tout ce qui tourne autour de la paléogénétique et puis, plus récemment, de la paléoprotéomique. Donc là, on essaie d'extraire des molécules organiques de fossiles et ces molécules fournissent beaucoup d'informations. Autrefois, le Graal des paléoanthropologues, c'était de trouver un beau fossile, un beau crâne, un beau squelette qui finirait dans un musée. Personnellement, mais pas que personnellement, en fait, beaucoup de gens maintenant vont un peu dans cette direction-là. On est parti sur une autre voie aujourd'hui qui est en fait identifier grâce à des méthodes moléculaires des tout petits débris osseux humains dans les sites anciens. Ces débris, c'est pas des pièces de musée, c'est des petits trucs absolument insignifiants. Mais si on réussit à les identifier, on fait ça ici dans mon équipe avec de la paléoprotéomique, des protéines anciennes. Si on réussit à les identifier, ce tout petit bout d'os qui ressemble à rien, on va pouvoir extraire de l'ADN, on va pouvoir le dater, on va pouvoir apprendre des choses sur son alimentation, sur son environnement. Et si on en a pas mal dans un site, c'est beaucoup mieux que d'avoir un beau crâne ou un beau squelette, parce qu'on va avoir toute une collection d'individus qui vont nous apprendre quelque chose sur ce qui s'est passé là. Et la probabilité de trouver ce genre de petits débris, elle est beaucoup plus grande que de trouver un squelette formidable. Alors, pour répondre à la question de la datation, évidemment, l'idéal, c'est de dater l'objet lui-même. Mais ça, c'est assez difficile la plupart du temps. C'est possible sur des périodes assez récentes, disons jusque vers 50 000 ans, parce que si on extrait des matières organiques de l'os, on peut utiliser une méthode qui est la méthode du carbone 14. Donc là, on a une date directe, et les méthodes ont fait énormément de progrès récemment. Ensuite, si on n'a pas cette possibilité-là, et ce qui est le cas généralement, et surtout pour les périodes plus anciennes, là, il faut dater le contexte, c'est-à-dire il faut dater le dépôt dans lequel on trouve le fossile. Mais évidemment, ça pose des tas de problèmes parce que, d'abord, toutes ces méthodes qu'on utilise, elles ne sont pas toutes aussi précises que le carbone 14. Il y en a qui ont quand même une marge d'erreur assez grande. Et puis, il va toujours rester un point d'interrogation sur est-ce que cet objet qu'on trouve dans cette couche-là, il est bien contemporain du dépôt de la couche? Est-ce qu'il n'est pas rentré là-dedans après? Est-ce qu'il n'a pas été redéposé? Tous ces problèmes qui sont vraiment des problèmes centraux dans la discipline, c'est-à-dire le contexte, la formation des sites, le dépôt des fossiles. Alors quand on parle de ces populations, on parle d'hommes, d'humains, d'hominidés, d'hominines aussi. Alors c'est quoi les différences Parce que moi par exemple, je sais que c'est la première fois que j'entends parler d'hominines ou d'homininés, je ne sais pas. C'est un peu dommage parce que évidemment tout le monde a envie de parler d'hominidés. Donc ça c'est un terme qui est rentré. Je pense qui est rentré, j'allais dire, dans la culture populaire avec Lucie.
Oh, Lucie, c'est un hominidé, donc tout le monde a ça en tête. Alors, c'est quoi le problème avec les hominidés? Ben, le problème des hominidés, c'est que jusque dans les années 1970, donc je parle de la découverte de Lucie, hein, là. Jusque dans ces années-là, dans le fond, les gens qui s'intéressaient à l'évolution des primates, ils distinguaient les hommes et les ancêtres des hommes des grands singes. Et donc, les grands singes sont très différents de nous, à des tas de points de vue. Donc, on imaginait qu'il y avait une séparation dans le passé entre une branche menant à l'homme et une branche menant aux grands singes actuels. Donc, les grands singes actuels, on appelait ça des pongidés, et puis les hominidés, c'était les autres. C'était ceux qui allaient vers l'homme actuel. Et puis, on s'est rendu compte, alors surtout grâce à la biologie moléculaire et à la génétique, qu'en fait, cette division, elle était complètement artificielle. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le chimpanzé et l'homme étaient beaucoup plus proches parents, et donc ils avaient un ancêtre commun assez proche dans le temps, comparé à l'ancêtre commun du chimpanzé et de l'orang-outan, par exemple. Et donc mettre dans le même sac l'orang-outan et le chimpanzé, ça n'avait aucun sens du point de vue de la phylogénie, du point de vue de la parenté. Et alors, on est rentré dans un cycle où on a graduellement abaissé, si je peux dire, le statut des hommes dans la classification. Donc, on est passé des hominidés qui étaient une famille au sein des primates, aux hominidés qui étaient une sous-famille, et puis maintenant, on en est arrivé aux hominines, qui est une sous-tribu. Et donc, voilà, on a une sous-tribu qui est composée par les hommes et leurs ancêtres, et qui s'est séparée d'une autre sous-tribu qu'on appelle les panines et qui donne les chimpanzés. Et tout ça, y compris les orang-outans, les gorilles et tout ça, on met ça maintenant dans une famille qu'on appelle malencontreusement les hominidés. Et donc, autrement dit, aujourd'hui, dans les hominidés, il y a tout ce qu'on mettait autrefois sous le terme grand singe, c'est dans les hominidés. Donc, il faut se décider à abandonner ce terme pour parler des ancêtres de l'homme. Mais c'est très difficile parce que moi, à chaque fois que je dis le mot hominine, je sens que les oreilles se dressent. Les gens se demandent si j'ai pas mal prononcé quelque chose. Alors la découverte de Lucie, hein, on le précise, c'est 1974. Ouais, voilà, notamment par Coppens. Alors, qu'est-ce qui caractérise justement ces hominines? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une espèce qui rentre dedans et pas une autre? Là, on parle de paléontologie, hein, c'est-à-dire que, bon, on sait, ça c'est la biologie moléculaire qui nous dit ça, la génétique, on sait qu'il y a deux branches qui sont séparées il y a 7, 8, 9 millions d'années. Bon, la date, on peut discuter, mais c'est dans cet ordre de grandeur. Et donc, évidemment, il faut bien se rendre compte que des créatures qui vivaient il y a 7 millions d'années et qui sont des ancêtres ou des cousins des ancêtres des hommes actuels, elles ne nous ressemblent pas vraiment, hein. C'est-à-dire qu'elles ressemblent plus à un grand singe qu'à un homme actuel. D'accord ? Et donc, les deux critères qui ont été utilisés pour identifier des hominines dans le registre fossile, on a essayé de trouver des caractères qui étaient propres aux hommes et qu'on ne trouvait jamais chez les grands singes. Alors, il y a deux caractères qui ont été utilisés. Il y en a un que tout le monde connaît, c'est la bipédie. C'est le fait d'avoir, alors pas tellement une posture verticale, mais une locomotion, un déplacement sur les pattes de derrière de façon permanente. Ça, aujourd'hui, dans la nature, chez les primates, c'est un caractère des humains. Et donc, on a dit, voilà, quand on va trouver un fossile qui a ce caractère-là, c'est un hominine. Il y a un autre caractère qui a beaucoup compté aussi, enfin en tout cas pour les paléanthropologues. Tout le monde a remarqué que les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans, ils ont des canines très développées, ils ont des crocs en fait, hein. D'ailleurs, les crocs supérieurs s'aiguisent sur une espèce d'aiguisoire formée par les prémolaires inférieurs. Et ça n'existe pas ni chez les hommes, ni chez leurs ancêtres, même assez lointains. Et c'est un caractère important parce que c'est lié en partie au niveau d'agressivité à l'intérieur des groupes et notamment l'agressivité entre les mâles. Donc, probablement, dès le départ, les hominines, c'est un groupe de primates qui a un modèle comportemental
un modèle social, si je peux dire, qui est très différent de ce qui existe chez les grands singes. Et donc, quand on met ces deux caractères ensemble, dès qu'on voit ça sur un fossile, on décide que c'est un hominide. Et alors souvent, quand on parle de l'évolution humaine, on parle souvent aussi de l'évolution de leur cerveau, en fait. Comment est-ce que le cerveau a évolué depuis cette époque-là? Alors, le cerveau évidemment, en tout cas en ce qui concerne les hominines, c'est un organe très, très important. Alors, on a plusieurs groupes, enfin, il faut dire quand même quelques mots de ça. D'abord, quand on regarde sur 7 millions d'années l'évolution des hominines, on a au début des formes très primitives, disons entre 7 millions d'années et 4 millions d'années. Bon, où on pense qu'il y a de la bipédie. Alors, cette bipédie, elle est plus ou moins démontrée en fonction des espèces qu'on a. On a cette réduction des canines dont je parlais tout à l'heure. Le cerveau de ces créatures-là est quand même pas très différent de ce qu'on a chez les grands singes. Après, on a un autre groupe qui est, disons, entre un peu plus de 4 millions d'années et puis jusque vers 2 millions d'années. On va appeler ça les australopithèques. Ça regroupe Lucie, mais aussi d'autres espèces. Il y en a pas mal, en fait. Hein. Et là, déjà, ces australopithèques, alors eux, ils sont bipèdes, il n'y a aucun doute là-dessus. Même si leur bipédie, elle est un peu différente de la nôtre. Ils ont un cerveau qui est jusqu'à 20-30% plus gros que celui des grands singes. Puis dans les 2 derniers millions d'années qui restent, là, on va avoir avant 2 millions d'années l'apparition des premières formes de ce qu'on appelle le genre Homo. Et donc là, on va parler d'hommes. Hein. Et ces hommes, c'est surtout au cours des derniers 2 millions d'années qu'ils vont évoluer fortement. Et alors chez eux, là, il va y avoir une explosion de la taille du cerveau. En gros, il va devenir 3-4 fois plus gros que celui d'un grand singe, un chimpanzé par exemple. Et ça, c'est lié au fait que il développe de la technologie, il développe de la complexité sociale, et d'une façon générale, il est engagé dans une action sur l'environnement, une transformation de l'environnement. Et tout ça, ça demande des capacités cognitives très élevées. Et c'est au début essentiellement par la taille du cerveau que cette augmentation des capacités cognitives va se manifester. Et alors ces hominines, ils se sont beaucoup déplacés ou ils restaient vraiment... il y avait vraiment des groupes très localisés? C'est très difficile de dire quelque chose pour les hominines très anciens. La seule chose qu'on peut dire, c'est regarder ce qui se passe chez les grands singes actuels, par exemple, hein, où on voit que, en fait, je parle des gorilles, des chimpanzés, des choses comme ça. Les chimpanzés, ils ont un territoire. Voilà, ça fait quelques kilomètres. Ils vont vivre à l'intérieur de ce territoire. Souvent, d'ailleurs, ils ont des relations assez conflictuelles avec les chimpanzés du territoire d'à côté. Hein. On parle de guerre entre les chimpanzés. Ils sont pas. Si on est une fille, ça va. On peut partir chez les autres. Ils sont contents de vous adopter. Mais si on est un garçon, là, il vaut mieux rester à la maison parce que si on va chez les voisins, ils vous tuent. Évidemment, quand on se rapproche d'un modèle humain, un modèle de chasseur-cueilleur, en fait, hein, un peu comparable à ceux qui ont existé, qu'on a pu voir dans les derniers siècles. Là, on peut avoir des gens qui se déplacent sur des centaines de kilomètres. Ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle la capacité porteuse, c'est-à-dire la richesse de l'environnement, en fait. Donc, si on vit dans un environnement qui est relativement, j'allais dire, pauvre en ressources, là, il faut se déplacer beaucoup, beaucoup. On a des exemples de chasseurs-cueilleurs récents, hein, modernes, qui se déplacent sur des surfaces comme 2 fois la Belgique hein, en une année. Ils font un grand tour. Plus l'environnement est riche, plus on peut se permettre d'avoir un territoire petit. Et puis, l'aboutissement de ça, c'est même chez certains chasseurs-cueilleurs d'être quasiment sédentaires. Maintenant, d'une façon plus générale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette évolution des hominines, donc là, je vous ai parlé de ces grands groupes d'hominines,
En tout, on connaît ça dépend comment on compte, hein, mais entre 25 et 30 espèces d'hominines. Entre 7 millions d'années et 2 millions d'années, c'est l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Il ne se passe rien d'autre en dehors d'Afrique. Et donc, c'est avec le genre Homo, et en particulier avec une espèce qu'on appelle Homo erectus, qu'on va commencer à trouver des hommes en dehors d'Afrique pour la première fois. Ça va arriver plusieurs fois, hein, ces sorties d'Afrique. Et la première, c'est autour de 2 millions d'années. Et là, ils vont commencer à se répandre dans les zones les plus clémentes de l'Eurasie, en Europe, dans le sud de l'Asie, jusqu'en Chine, en Indonésie. Donc on a des hominines là pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Et il va falloir attendre une période très récente, et en fait notre espèce, Homo sapiens, pour que les hommes aillent jusqu'au bord de l'océan Arctique, qu'ils aillent en Australie, qu'ils passent dans les Amériques. Donc il y a cette extension planétaire qui se fait en plusieurs phases. Oui, on va en reparler de l'Homo sapiens, mais avant ça, est-ce que déjà à cette époque-là d'Erectus, est-ce qu'ils modifient déjà leur environnement ? Ça dépend de ce qu'on appelle par modifier l'environnement. Il y a plusieurs façons de modifier l'environnement. Il y a une modification de l'environnement immédiat. Et là, effectivement, le fait d'avoir une technologie, d'avoir des outils, par exemple, ça change la donne. Parce que pour tuer des animaux, on n'est pas obligé de se servir de ses dents. Pour les consommer, on n'est pas obligé de les déchirer en les mordant. Donc on a des outils, on a des armes. Ça, c'est une première forme d'action sur l'environnement. Ensuite, plus tard, quand on va voir apparaître l'utilisation du feu, la construction d'habitats, même très frustes, tout ça, c'est créer un petit environnement autour des hommes. Et dans le fond, on est allé de plus en plus dans cette direction. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis dans un bureau qui est un environnement complètement artificiel. Et je suis bien content d'être là, parce que s'il fallait que je vive dehors toute l'année, nuit et jour, ça serait pas rigolo, même avec le climat actuel de la région parisienne. Donc ça, c'est une tendance générale chez les hominines. Alors à cela s'ajoute autre chose, c'est une altération du milieu, de l'environnement, alors pas à petite échelle, mais à grande échelle, à beaucoup plus grande échelle. Évidemment, depuis le développement de l'agriculture, on sait ce que c'est la modification de l'environnement. On détruit des forêts, on plante du riz, du blé, on change le paysage. Mais on voit, quand on regarde dans le registre archéologique, on voit que cette histoire-là, ça remonte en fait à des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui commencent déjà à avoir un impact sur l'environnement, et en particulier avec l'utilisation du feu. Et je parlais tout à l'heure de l'Australie. L'Australie, il y a débat sur la date de la colonisation de l'Australie par notre espèce, mais on voit bien que quand les hommes arrivent en Australie, tout d'un coup, dans les dépôts marins littoraux, on voit augmenter de façon spectaculaire la quantité de petits charbons de bois, et il semble bien que c'est à cause des hommes qu'il y a ces petits bouts de charbon. Et si on remonte plus loin dans le temps, on a en Allemagne, d'ailleurs pas très loin de Leipzig où je travaillais, il y a un site qui est près de la ville de Halle, qui est un site qui remonte à un peu plus de 120 000 ans, donc c'est le dernier grand interglaciaire. Ce sont des hommes de Néandertal qui vivent là, donc c'est même pas des sapiens. Et on voit que l'environnement de ces gens-là, c'est pas la forêt qu'on devrait normalement trouver à cette époque-là. C'est un environnement beaucoup plus dégagé. Et même histoire, ils sont au bord d'un lac, et dans ce lac, quand ils arrivent, la proportion de charbon de bois, elle est multipliée par 10. Et donc, l'idée qu'on a, c'est qu'ils fichent le feu à la forêt, parce que c'est pas un environnement qui est si favorable que ça pour ces chasseurs-cueilleurs, parce qu'ils préfèrent des environnements qui sont plus ouverts, plus faciles d'attraper des animaux.
Et donc, voilà, ils fichent le feu. Et on a des tas d'indices comme ça. On voit que dans le Paléolithique supérieur en Europe, par exemple, le paysage qu'on peut reconstituer, c'est un paysage qui est souvent plus dégagé que celui que prédisent les modèles climatiques ou géographiques. Et on pense que c'est lié à l'activité humaine. Ça a un côté un petit peu déprimant de se dire que ça fait quand même pas mal de temps qu'on saccage notre environnement immédiat, quoi. Oui, oui, mais enfin, bon, on le saccage. Il y a des tas d'espèces animales qui modifient leur environnement. Les éléphants en Afrique, ils vivent dans des environnements, des paysages qu'eux-mêmes fabriquent. Dans le nord de l'Eurasie, bon, ça a complètement disparu aujourd'hui, mais pendant des dizaines de milliers d'années, il y a eu un paysage qu'on appelait la steppe à mammouth, qui allait depuis le nord-ouest de l'Europe jusqu'en Sibérie et au-delà. Cette steppe à mammouth, c'est les mammouths qui la fabriquaient, hein. C'est-à-dire le fait de brouter l'herbe, de piétiner, créer un paysage qui n'est pas un paysage naturel, si on veut. Alors, on voit qu'il y a eu donc différentes espèces à différents moments. Est-ce qu'il y a des espèces qui ont pu se rencontrer? Est-ce qu'elles pouvaient avoir des interactions? Est-ce qu'il y a pu avoir de la coopération interespèces? Se rencontrer, oui, encore que une des raisons principales pour la séparation des espèces, c'est justement la ségrégation géographique. C'est ça qui est le principal moteur, hein. Mais cela étant dit, on a des exemples d'espèces qui étaient séparées mais qui ont fini par se rencontrer, si je peux dire. C'est particulièrement vrai avec la nôtre d'ailleurs. La notion même d'espèce, c'est une notion qui a beaucoup changé au cours des 20 dernières années. Il y a encore pas très longtemps, on enseignait à l'université que les espèces, c'est quelque chose, c'est la seule entité, naturelle, qui existe et qui n'a pas été créée par des hommes qui veulent faire des classifications. Les espèces, ça existe, et voilà, c'est quelque chose qui a une existence naturelle. Et on a, surtout depuis les années 1940, on a fondé la définition de la notion d'espèce sur une notion d'isolement reproductif. En gros, une espèce, c'était l'ensemble des individus qui peuvent se reproduire entre eux, avoir des produits fertiles, hein, qui eux-mêmes pouvaient se reproduire, et puis ils ne pouvaient pas se reproduire avec les autres, et les autres, c'était une autre espèce. Donc c'était simple. Malheureusement, la réalité, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on aimerait, et avec le développement notamment de la génétique et du séquençage de génomes, on s'est rendu compte que, en fait, les espèces, elles n'étaient pas si isolées que ça sur le plan reproductif. Et donc, il y a à peu près un quart des espèces de mammifères de taille moyenne. Alors, ça comprend des carnivores, des primates, des cétacés, des rongeurs, enfin, des tas de bestioles. En fait, au cours des derniers millions d'années, se sont à un moment ou à un autre hybridés avec une espèce voisine. Alors, ça ne veut pas dire que ce pas des espèces, parce qu'elles gardent leur autonomie. Le fait qu'elles puissent s'hybrider, ça ne résulte pas dans un mélange. Mais ça permet le passage de matériel génétique d'une espèce dans l'autre. Et donc, pour les hominines, on a des tas d'indices qui montrent que c'est exactement ce qui s'est produit aussi. C'est-à-dire que quand les espèces se séparent, alors évidemment, un cheval et une vache, ça ne peut pas se reproduire, hein, mais avant d'en arriver à ce stade-là, il y a pas mal de centaines de milliers d'années, voire de millions d'années, où des espèces qui se sont séparées peuvent encore échanger du matériel génétique. Donc ça paraît être quelque chose d'assez trivial, bon, voilà, on l'observe en particulier grâce à la paléogénétique. Alors maintenant, pour ce qui est de la collaboration, là, franchement, on aimerait, hein, mais je ne suis pas sûr que les relations entre tous ces groupes-là aient toujours été aussi positives, premièrement. Deuxièmement, c'est très difficile à mettre en évidence. On a, alors on en parlera peut-être tout à l'heure, mais avec Sapiens et Néandertal, on a quand même on soupçonne, mais c'est très débattu, hein, qu'il y a des comportements ou des techniques qui sont pu passer d'un groupe dans l'autre.
Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est de la collaboration, hein. Ça veut dire qu'on peut piquer, si je peux dire, une technique ou un comportement aux autres sans forcément être copain avec eux, hein. Mais ça c'est une autre question. On va en parler justement de Sapiens. On avait reçu dans cette émission Ludovic Slimak qui nous parlait des relations Néandertal-Sapiens. Si ça vous tente, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller voir le replay, c'est aussi fort intéressant. Alors, sur Homo sapiens, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Homo sapiens? Alors, le terme de Homo sapiens, c'est 1758. C'est un naturaliste suédois qui s'appelait Carl Linné et qui a écrit alors un ouvrage absolument monumental sur la classification des êtres vivants. Et c'est le premier qui a vraiment jeté les bases de la nomenclature actuelle, en fait, hein, zoologique, avec des noms de genre, des noms d'espèces, tout un système de classification emboîté. Hein, parlais tout à l'heure de famille, de sous-famille, de tribus, etc. Donc ça remonte à Linné, tout ça. Et donc Linné, dans ce panorama extraordinaire du monde vivant, il a mis les hommes dans son bouquin et il leur a donné un nom de genre et un nom d'espèce comme aux autres, hein. Et donc il a créé ce terme d'Homo sapiens. Alors sapiens, ça veut dire en latin, ça veut dire à la fois intelligent et sage. Alors on le prend comme on veut, hein, mais parce qu'on peut être intelligent et ne pas être sage. Ah oui. Voilà. Donc la question, sapiens est-il sage? Ce qui est intéressant dans Linné, c'est qu'il ne crée pas que Homo sapiens, il crée d'autres homos qui n'existent pas, hein, mais lui, il les imagine, enfin, il croit qu'ils existent, mais on ne les a pas. Il parle d'Homo ferus, l'homme sauvage. Il parle d'Homo troglodytes, l'homme des cavernes. Il n'y avait pas d'homme fossile à l'époque, hein. C'est intéressant qu'il ait créé ce terme d'Homo troglodytes. Donc Homo sapiens, c'est un peu en opposition à l'homme sauvage. Et alors, moi je sais que quand j'étais gamin, à l'école, on me disait, bon ok, il y a l'Homo sapiens, mais il y a aussi l'Homo sapiens sapiens. J'avoue que j'avais jamais trop cerné la différence. Donc est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que ça existe encore? C'est un peu tombé en désuétude. C'est même carrément tombé en désuétude. Et ça, c'est lié au fait, enfin là, c'est un peu philosophique ce que je vais vous dire, mais en fait, on a toujours eu un problème avec l'évolution, hein. Et le problème, c'est quoi? C'est que dans le fond, les hommes, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule sorte d'homme, hein. Donc, c'est pas compliqué, les hommes, on sait les reconnaître. Les hommes, ils ont, j'allais dire, naturellement une tendance à séparer l'humain du non-humain. Et dans la nature actuelle, c'est une distinction qui est très facile à faire. On a une très grande difficulté à imaginer des humains qui ne soient pas des hommes comme nous. Et donc, il y a toujours eu cette tentation, et c'est extraordinaire, parce que les gens même qui ont inventé et défendu la notion d'évolution, en même temps, de façon un peu schizophrénique, ils avaient ce problème, chaque fois qu'on trouvait, chercher le chaînon manquant, hein, mais chaque fois qu'on le trouvait, dans le fond, qu'on croyait l'avoir trouvé, on disait, ah oui, mais non, mais il n'est pas vraiment humain. Et donc, on voulait, en fait, ce que inconsciemment, qu'on cherchait, c'était un espèce de moment magique, adamique, où tout d'un coup, on aurait eu des hommes véritables. Et avant, ce n'était pas des humains, et là, paf, c'était des humains. Alors évidemment, malheureusement, l'évolution ne fonctionne pas comme ça. Et je pense que l'idée de faire rentrer dans Homo sapiens d'autres que les sapiens, Homo néandertalensis, Homo... Il y a même des gens qui ont parlé d'Homo sapiens erectus. Donc, c'est rhétorique. Mais en fait, c'est l'idée quand même de dire, voilà, ça, c'est les humains, ils sont avec nous, et ils ne sont pas comme les autres. Et typiquement, d'ailleurs, c'est le problème qui s'est posé avec Néandertal. C'est-à-dire que Néandertal a été longtemps mis de l'autre côté du fossé, et donc on l'a déshumanisé, on l'a dépeint comme une espèce de brute complètement, presque un homme singe, hein. Et puis à un moment donné, on l'a tiré de notre côté, et là maintenant on est enfin ça se calme un peu, mais pendant très longtemps on a été dans une phase, on appelait ça la réhabilitation de Néandertal,
on a voulu lui attribuer absolument toutes les caractéristiques de l'homme actuel. Et je pense que la vérité, enfin, la première posture était aussi problématique que la seconde. Donc Homo sapiens sapiens, ça a disparu, on n'utilise plus. Oui, personne ne. D'accord. Et alors l'Homo sapiens en tant que tel, il est apparu à peu près quand? J'allais dire, on ne sait pas. Ce que je peux dire, c'est de quand date le premier qu'on connaît. Mais le premier qu'on connaît, ça veut pas dire que c'est le plus ancien, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que les fossiles qu'on a, ça représente une toute petite partie de ce qui a vraiment existé dans le passé. Donc le plus ancien qu'on connaisse, il a à peu près 300 000 ans, et on l'a trouvé dans un site en Afrique du Nord dans lequel j'ai travaillé pendant très longtemps, qui s'appelle Djebel Irhoud, qui est au Maroc, quelque part entre Marrakech et Safi. Voilà. C'est là qu'on les a trouvés. Au moment de cette découverte, quand on a publié ça en 2017, ça a eu un impact absolument planétaire. On a fait 2 articles dans Nature. Il y a eu, les premiers 15 jours, il y a eu 3000 recensions dans la presse internationale de ce truc-là. Ça a fait la couverture du New York Times. Ça a fait, c'est un truc absolument incroyable. Pourquoi ? Parce que ça a réellement changé la façon dont on voyait l'apparition, le développement de notre espèce. On avait des tas depuis longtemps, on savait que l'origine de notre espèce, c'était une origine africaine. Mais on voyait ça dans une zone assez réduite, quelque part en Afrique subsaharienne, plutôt en Afrique de l'Est. On parlait de jardin d'Éden. Enfin, je fais juste une petite parenthèse. Rappelez-vous ce que je vous ai raconté sur la dimension un peu mythologique de la paléanthropologie. Donc, quand on a découvert, quand on s'est rendu compte que l'homme avait une origine africaine, l'homme actuel, on a parlé d'Ève africaine, on a parlé de jardin d'Éden. En fait, une ambiance très biblique. Et cette apparition dans ce jardin d'Éden, on voyait ça comme un moment adamique, justement, c'est-à-dire l'apparition assez brutale d'un homme comme nous. Voilà, avant, ils n'étaient pas comme nous, et là, paf, c'était des hommes modernes. Et en fait, la découverte de Djebel Irhoud a fait voler en éclats un peu tous ces concepts, parce que d'abord, ça a montré que l'apparition de notre espèce était d'abord beaucoup plus ancien que ce qu'on croyait. Ensuite, c'était pas limité à un petit jardin d'Éden là-bas en Afrique de l'Est. En tout cas, s'il y avait un jardin d'Éden, il avait la taille de l'Afrique à peu près. Et puis surtout, ces hommes de Djebel Irhoud, ils sont pas comme vous et moi. Ils ont des traits qui les relient à nous. Mais en même temps, ils ont des caractères différents, plus primitifs. Et donc, ça a montré quoi ? Ça a montré qu'en fait, l'apparition de notre espèce, c'était pas un coup de baguette magique qui avait fait apparaître, pouf, Adam et Ève. C'était un processus qui avait couru pendant plusieurs centaines de milliers d'années avec des modifications. Et dans le fond, ce qu'on a montré ensuite dans plusieurs autres études, en particulier sur l'évolution du cerveau, c'est qu'en fait, cette évolution, s'était jamais arrêtée et qu'il y a, au cours des derniers 300 000 ans, constamment une évolution de notre espèce. Donc on évolue toujours. Ah oui, absolument. On a évolué encore très récemment. Alors, je vais vous parler de milliers d'années, donc ça paraît très loin, mais pour un paléontologue qui travaille sur des centaines de milliers d'années ou des millions d'années, 3000 ans, 4000 ans, c'est l'épaisseur d'un papier à cigarette. Eh bien, par exemple, depuis la fin du néolithique jusqu'à aujourd'hui, notre génome a changé de façon assez profonde. C'est lié au développement de différentes maladies, d'une part, mais c'est aussi lié à l'évolution de l'alimentation. Et donc, je ne sais pas pour ce qu'il en est de vous, mais moi, je peux parfaitement boire du lait et manger sans problème des fromages, des yaourts, etc. C'est pas normal. Si on était des hommes de Cro-Magnon il y a 20 000 ans, on ne pourrait pas le faire, parce que chez les mammifères, les petits sont programmés pour devenir intolérants au lait, et c'est un des mécanismes du sevrage. À cause du développement de l'agriculture, on a vu dans différentes zones du monde se développer cette tolérance au lactose,
Et donc, voilà, on peut sans problème consommer du lait. Enfin, la plupart des gens, dans beaucoup de régions du monde, et en particulier en Europe, peuvent consommer du lait. Donc ça, c'est un phénomène d'évolution biologique qui s'est produit à l'orée de l'âge du bronze. Hein. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est un exemple de cette interaction entre la biologie et la culture, parce que, dans le fond, c'est un changement économique qui a provoqué cette évolution biologique. Ouais, c'est fou. Je suis en train de me dire que tous ceux qui habitent dans des coins à fromage vont plus se sentir. Regardez, on a l'évolution. Euh, à partir du moment, alors, à 300 000 ans, on a donc cet Homo sapiens qui arrive, mais à ce moment-là, est-ce qu'on a d'autres espèces qui sont dans le coin aussi en même temps que nous? Alors, dans le coin, enfin, au Maroc, non, je ne crois pas, mais il y a 300 000 ans, on a peut-être encore en Afrique une espèce qu'on appelle Homo naledi. Alors, la date est un peu incertaine, mais qui est un truc quand même un peu bizarre, qui est un hominine qui a survécu là très longtemps dans un coin d'Afrique du Sud, avec un petit cerveau, des caractéristiques anatomiques un peu bizarres. C'est probablement quelque chose qui a existé parallèlement à des formes à grand cerveau comme Homo sapiens en Afrique. Alors maintenant, si on sort d'Afrique, alors là, disons au cours des derniers 300 000 ans, il y a des tas de trucs qui existent. D'abord, en Europe, on a l'homme de Néandertal, qui est quand même très différent à des tas de points de vue. Alors, il est là en Europe, il est aussi en Asie centrale, au Proche-Orient, on a une grande partie de l'ouest de l'Eurasie. Plus à l'est, on a un groupe qu'on a identifié très récemment, en 2010, quand j'étais à Leipzig, on a découvert ça, qui est un groupe qu'on appelle les Denisoviens. Ce groupe de Denisoviens, en fait, on sait maintenant que c'est le groupe frère, on appelle ça comme ça dans le jargon, le groupe frère des Néandertals. C'est-à-dire qu'ils ont un ancêtre commun il y a à peu près 450 000 ans. Donc c'est une branche asiatique séparée de la branche occidentale qui a donné les Néandertals. Donc il y a ces Denisoviens qui couvrent une grande partie de l'Asie. Puis alors après, quand on va dans les îles indonésiennes, îles Philippines, etc., là on a au moins deux hominines différents qui ont été identifiés. Donc aux Philippines, il y a un truc qu'on appelle Homo lusonensis, qui est connu par des petits fragments. À Flores, alors là, on a quelque chose de complètement extraordinaire qui a existé encore jusqu'il y a seulement 50 000 ans. Et c'est un petit bonhomme qui fait 1 mètre de haut, qui a un cerveau gros comme une orange, des caractéristiques anatomiques complètement bizarres. Alors, s'il y a des questions pour savoir est-ce que Néandertal, Sapiens, c'est vraiment deux espèces différentes, alors là, pour Homo floresiensis, il n'y a pas de discussion. Personne ne prétend que c'est autre chose qu'une autre espèce. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a encore très peu de temps, on avait peut-être 5 espèces différentes d'hominines qui existaient sur Terre, dont la nôtre en Afrique. Alors ça, c'est évidemment, c'est quelque chose pour nous qui est très difficile à concevoir. Parce que ces formes-là, enfin, les Denisoviens, les Néandertals, comment vous voulez qu'on les appelle? C'est des hommes. C'est des hommes qui ne sont pas des humains comme nous. Et alors, tout à l'heure, on parlait d'analyse ADN. Est-ce que ces nouvelles technologies qui nous ont permis d'étudier l'ADN des sapiens nous a permis de mieux les connaître, en fait? Pas seulement les sapiens, les autres aussi, c'est-à-dire les Denisoviens, par exemple. Quand je parlais de cette découverte en 2010, ça a pas été, ça rejoint un peu ce que je vous racontais tout à l'heure sur les petits bouts d'os, où on analysait des protéines et de l'ADN. Ça n'a pas été découvert d'un beau fossile très bizarre qui nous a permis d'identifier une nouvelle espèce. Comment on les a découverts, les Denisoviens? On les a découverts dans une demi-phalange de petites filles grandes comme ça, où on a extrait de l'ADN, et là on s'est rendu compte que cet ADN, c'était ni de l'ADN d'Homo sapiens, ni de l'ADN de Néandertal, et c'était de l'ADN d'autre chose. Donc la paléogénétique, ça a commencé à se développer à la fin du XXe siècle.
on a commencé à mettre au point. Alors au début, c'était quand même un peu rock'n'roll, hein, c'est-à-dire mon ami Svante Pääbo qui a eu le prix Nobel pour son séquençage du génome de Néandertal. Il a publié, sa première publication, ça a été de l'ADN d'une momie égyptienne. Et voilà, en fin de repas, quand on le pousse un peu, il raconte assez volontiers qu'il n'est pas sûr que l'ADN qu'il a publié, qui a été une publication qui a fait du bruit, hein, l'ADN qu'il a séquencé sur cette momie, c'était pas le sien en fait, hein, parce qu'il y a un gros problème de contamination des fossiles par l'ADN des gens qui manipulent les fossiles. Et donc au début, ça, on savait pas faire la différence. Bon. Alors, on a fait des progrès absolument phénoménaux dans les techniques d'extraction, de purification et de séquençage de l'ADN. Et aujourd'hui, on a un ADN, alors pas de beaucoup d'individus malheureusement, mais on a au moins 2 séquences d'ADN néandertalien complètes, aussi détaillées que celles qu'on pourrait obtenir sur un homme actuel. Denisoviens, pareil, hein, la fameuse petite phalange de la petite fille. On a une séquence complète, et puis on a des dizaines de spécimens pour lesquels on a une partie du génome qui est connue. Et donc ça a ouvert un nombre de fenêtres absolument extraordinaires alors, on ne remonte pas très très loin dans le temps, parce que l'ADN ne se conserve pas éternellement, mais disons sur les derniers 200 000 ans, 300 000 ans, là on a énormément appris de choses sur la structure des groupes, leur démographie, la façon dont ils pouvaient se reproduire entre eux, les structures de parenté, et puis ces histoires d'hybridation. C'est-à-dire le fait que, en dehors d'Afrique, tous les hommes actuels qui sont originaires de groupes qui sont hors d'Afrique, ils ont un tout petit peu d'ADN néandertalien, et en Asie, un tout petit peu d'ADN dénisovien à cause de ces phénomènes d'hybridation. Alors justement, on peut peut-être enchaîner sur cette question du déplacement de Sapiens. On disait qu'au début, on était concentré sur l'Afrique. Pourquoi, à un moment donné, il y a eu un mouvement comme ça? Pourquoi ils sont partis? On parle souvent de migration hors d'Afrique. Moi, j'aime pas tellement ce terme-là, parce que la migration, c'est un mouvement volontaire. Les gens qui migrent, ils migrent parce qu'ils veulent aller quelque part. D'ailleurs, même les oies sauvages, hein, elles migrent, elles vont quelque part, elles ne partent pas au hasard. Ce qui se passe au début avec ces sorties d'Afrique de notre espace, c'est pas à proprement parler des migrations. Plus tard, ça le sera, mais pour l'instant, c'est pas des migrations. On pense que c'est essentiellement des changements de climat, des changements de paysage qui en fait ont déplacé des populations. Donc c'est plutôt une espèce de mouvement passif plutôt qu'une migration. Alors en particulier en Afrique, on a des changements climatiques qui sont assez particuliers au cours du dernier million d'années. D'ailleurs, pas qu'en Afrique, hein, en Europe, tout le monde a entendu parler des phénomènes glaciaires, des choses comme ça. En Afrique, il se passe des choses aussi un peu similaires. Il n'y a pas d'épisode glaciaire, mais disons qu'en Afrique, il y a une tendance générale au refroidissement du climat. D'ailleurs, c'est une tendance planétaire depuis plusieurs millions d'années, hein, une tendance générale au refroidissement. Et puis, une montée de l'aridité. Donc, le climat africain devient plus aride. Et cette aridité, c'est pas un mouvement régulier. Il y a des espèces de poussée de l'aridité et puis de retour en arrière. Et au cours de ces retours en arrière, le Sahara, qui est un désert gigantesque, qui est aussi grand que les États-Unis d'Amérique, le Sahara, périodiquement, enfin c'est pas très régulier, mais de temps en temps, disparaît. Enfin, il disparaît en tant qu'étendue complètement désertique. C'est-à-dire que la mousson d'été qui vient du golfe de Guinée et qui arrose le Sahel, à certains moments, se met à remonter jusqu'au Maghreb. Et quand elle remonte jusqu'au Maghreb, le Maghreb et le Sahel se touchent. Et donc, il n'y a plus de Sahara. Et donc, c'est ce qu'on appelle un épisode de Sahara vert.
Alors, c'est pas la Normandie, hein, c'est des savanes, des steppes, il y a quand même des petits coins de désert, mais il y a des lacs, il y a des fleuves, il y a des zèbres, des girafes, des gazelles, tout ce qu'il faut à manger. Et donc, ces sapiens qui vivent en Afrique dans ce genre d'environnement, ils occupent ce milieu, c'est leur niche écologique, c'est leur garde-manger, hein, c'est là qu'ils vivent. Et ce qui se passe pendant ces épisodes climatiques particuliers, qui durent quand même quelques milliers d'années à chaque fois, c'est qu'il se passe la même chose dans les déserts qui se trouvent entre le Golfe Persique et puis l'Afrique. Donc toute la péninsule arabique, tous ces coins-là, ça devient beaucoup plus humide. Et ces gens-là, ils occupent cet espace, donc ils sortent d'Afrique sans savoir qu'ils sortent d'Afrique. Ils occupent toute cette niche-là. Et donc, déjà de façon ancienne, on a de façon périodique des populations africaines au Proche-Orient, dans une zone qui va de la Syrie au Golfe Persique, à la mer Rouge, tout ce coin-là. Et on a en Israël des sites où on a des fossiles d'Homo sapiens anciens, à 180 000, à 125 000. On a régulièrement ces gens-là qui sont là. Donc, ils sont dans le monde, qui pénètrent dans le monde des Néandertals, en fait. Et alors après, on sait dater un petit peu l'installation de Sapiens sur les différents continents ou... Oui, bien sûr. Alors, donc, il va se produire comme ça quelques sorties d'Afrique. On pense que dans le sud de l'Asie, de façon assez ancienne, ils sont allés jusqu'au sud de la Chine, le sud-est asiatique. On a un site au Laos qui est à peu près à 80 000. On a des sapiens. En Australie, on a un site archéologique un peu au-delà de 60 000 qui a été laissé par des sapiens. Donc, on a cette entrée dans le sud de l'Asie. Et puis, il y a à peu près 50 000 ans, là, il va se passer quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on va avoir des groupes de sapiens qui vont commencer à se disperser en Eurasie en se fichant complètement du climat. Car là, c'est pas le climat qui les pousse là ou là-bas, c'est eux qui décident d'aller là-bas. Et là, on a probablement affaire à des vraies migrations. Et donc, on va commencer à voir des sapiens arriver en Europe il y a un peu plus de 45 000 ans. Et puis, ils vont jamais arrêter de se répandre partout. Alors, soit dit en passant, on pense que cet épisode qui commence il y a 50 000 ans, c'est le bon, si je peux dire. C'est celui au cours duquel ces quelques pourcents d'ADN néandertalien que vous et moi nous possédons a été acquis tout de suite à la sortie d'Afrique. Là, il s'est créé une population, une espèce de réservoir. Et à partir de ce réservoir, on a des populations qui vont aller partout dans toutes les directions. Donc, les sapiens qui étaient arrivés en Asie il y a 80 000 ans, ceux qui étaient peut-être arrivés en Australie il y a 60 000 ans, tout ça va être effacé par cette phase de peuplement. Ils vont arriver au bord de l'océan Arctique il y a plus de 30 000 ans. Donc là, encore une fois, ils viennent d'Afrique, mais ils sont tout à fait capables de survivre dans des climats très, très différents de celui des savanes africaines. Et puis, de l'est de la Sibérie, ils vont passer en Alaska il y a un peu plus de 25 000 ans. Ils vont rester un petit peu bloqués là par des conditions climatiques, mais assez vite, ils vont se répandre dans toutes les Amériques et ils arrivent en bas, tout au bout, il y a 12 000 ans. Donc, c'est vraiment là une espèce de prise de contrôle de toute la planète par une espèce. Et cette espèce, partout où elle va, elle remplace ceux qui sont là. Donc, fini Floresiensis, Lusonensis, les Denisoviens, les Néandertals, tout ça, c'est terminé. Il y a 40 000 ans, c'est fini pour eux.
Alors, du coup, il y a deux questions. Alors, c'est pourquoi, il y a 50 000 ans, à un moment donné, ils décident de se dire, OK, on y va. Et autre question, c'est cette disparition, du coup, des autres groupes. Elle se fait, on a une idée de quelle manière ça a pu se faire ou pas? Je veux dire, est-ce que ça a pu être des épisodes violents ou pas du tout? Bon, ma leçon inaugurale au Collège de France, Homo sapiens, une espèce invasive. Euh, une espèce invasive, aujourd'hui, c'est quoi? C'est une plante ou un animal, en général que les hommes ont introduit quelque part, et puis qui est arrivé là et qui est entré en concurrence avec une forme locale. On a amené dans les cours d'eau d'Europe des écrevisses d'Amérique. Au début, c'était pour les élever, c'était plus pratique, etc. Elles ont complètement remplacé les écrevisses dans des tas de régions d'Europe. On trouve de plus en plus ces écrevisses américaines et les écrevisses locales, elles sont en train d'être remplacées. Alors pourquoi? Voilà, quand vous avez dans votre assiette l'écrevisse américaine ou l'autre, elles se ressemblent terriblement, elles ont le même goût, c'est des écrevisses. Mais voilà, il y en a une qui a ce qu'on appelle en biologie un succès reproductif un peu plus élevé que l'autre, et ça suffit. Alors ce succès reproductif plus élevé, c'est généralement le résultat de tout un tas de paramètres: meilleure exploitation de l'environnement, meilleure survie des petits, occasionnellement, ça peut être une espèce plus agressive vis-à-vis de l'autre, etc. Et donc, dans le cas des hommes, je pense que c'est un peu pareil. C'est-à-dire, il y a un mix de tout ça, mais à la fin, c'est quand même la démographie qui parle. Donc, on a des petits groupes. On sait aujourd'hui, parce qu'on a mesuré la taille de ces groupes grâce à la paléogénétique, hein, on sait que les premières arrivées de sapiens en Europe, c'est quelques centaines d'individus, hein, c'est cet ordre-là. Hein. Mais il va y en avoir d'autres qui vont venir, et puis d'autres, et puis d'autres. Et ces gens-là, ils ont des technologies qui sont probablement un peu meilleures, d'ailleurs, qui leur permettent d'aller s'adapter dans des endroits où les Néandertaliens n'avaient jamais vécu. Ils exploitent l'environnement de telle façon que, j'allais dire, ils pressent le citron un peu plus. Ils ont aussi probablement la capacité, cette meilleure résilience fait que, au cours des changements climatiques, quand un territoire qui était inhabitable devient habitable, eh ben, ils arrivent là les premiers. Et donc, voilà, ils ont grignoté le territoire des Néandertals et des Denisoviens et de tout le monde progressivement, et ils les ont remplacés. Alors, maintenant, les interactions entre tous ces groupes-là. Un jour, j'ai donné une conférence en Allemagne à des lycéens. Je leur racontais ces histoires d'hybridation. Et donc, il y a une petite jeune fille qui est venue me voir à la fin de ma conférence, qui m'a dit: ah, c'est formidable ce que vous avez raconté, etc. Elle m'a dit: mais s'ils se reproduisaient entre eux, donc les Néandertals et les Sapiens, c'est qu'ils parlaient la même langue. Alors, bon, j'ai essayé de lui expliquer que c'était pas comme de rencontrer un gars à la sortie de la discothèque. C'était pas, on n'est pas obligé pour transférer son ADN de discuter. Et donc, on peut voir ça avec des lunettes roses en disant ils étaient copains, ils échangeaient des individus d'un groupe à l'autre, etc. C'est peut-être arrivé, mais on peut aussi dire Sapiens qui arrivait là-bas dans un coin où il y avait des Néandertals, il tuait tout le monde, mais il gardait 2 femmes. Et quelques générations après, ça suffit pour avoir 2% d'ADN néandertalien dans le génome de leurs descendants. Donc, à mon avis, les 2 scénarios sont produits. Alors après, en fonction de sa psychologie personnelle, on peut préférer un ou l'autre. Mais voilà, la réalité, c'est probablement quelque chose comme ça. Ce qui est très intéressant quand même à propos de ce peuplement de l'Europe par Sapiens, c'est que là maintenant, avec la fouille de nouveaux sites en Bulgarie, en Allemagne, etc., on a vraiment attrapé les premiers qui arrivent. Hein. Des gens qui ont été en contact avec les Néandertaliens. Et alors, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'on voit
Alors d'abord, on voit le fait qu'ils sont capables de s'adapter à des environnements qui sont un peu des environnements limites. Et alors surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que on a en Allemagne, en Belgique, enfin dans ces coins-là, des sapiens qui arrivent, qui sont là, qui sont présents, 6000 ans avant la disparition des derniers néandertaliens plus au sud, en France par exemple. Donc ça montre quoi? Ça montre que, en tout cas pour ces premiers arrivants, il n'y a pas une espèce de supériorité écrasante qui fait que c'est une vague comme ça, irrésistible, il les remplace. Et donc c'est très, enfin, j'allais dire, c'est vraiment quelque chose qui interroge. Hein. C'est-à-dire comment on peut imaginer 6000 ans, hein. C'est-à-dire c'est beaucoup plus que ce qui nous sépare des pyramides égyptiennes. Hein. Et donc on a pendant 6000 ans des sapiens qui sont en Allemagne ou en Belgique, et dans Lyon on a encore des néandertaliens qui sont par là, quoi. Donc ça c'est un truc moi qui me laisse un peu pantois. Et alors, du coup, il y a différentes hypothèses ou pas sur la raison qui les a poussés à un moment donné à se dire, ok, on a un objectif. Parce qu'on le disait, il y a un changement. Oui, mais là, le changement, c'est probablement quelque chose qui se passe pas là où ils arrivent, mais là d'où ils partent. Hein. Et donc là, ces populations, je parlais de cette espèce de réservoir qui se forme il y a à peu près 50 000 ans. Alors maintenant, il y a quelques semaines, on a publié 2 articles. Hein. On date vraiment cette introgression d'ADN néandertalien chez ces sapiens. Ça date de moins de 50 000 ans. Ça se passe là quand ils arrivent là. Alors ça s'était produit avant, hein, mais j'allais dire ce qui s'était produit avant, on s'en fiche un peu, puisque ces gens-là, c'est ceux qui sont les ancêtres de tous les hommes aujourd'hui qui vivent en dehors d'Afrique. Hein. Et donc là, probablement, alors, soit il y a des changements de milieu, de climat qui font que, en gros, il n'y a pas assez pour tout le monde, hein, et donc les groupes se divisent, et il y en a qui partent, et ils partent loin. Hein, ils partent du Proche-Orient, ils vont en Bulgarie, ils vont dans des coins comme ça. D'ailleurs, les données génétiques montrent qu'il y a plusieurs groupes indépendants les uns des autres qui partent comme ça vers le nord, vers l'ouest, vers l'est. Encore une fois, ce sont vraiment des conditions locales qui expliquent ça. Hein. Évidemment, cette rencontre entre Néandertal et Sapiens, elle passionne beaucoup de monde. Est-ce qu'on a, en plus de l'ADN, des traces matérielles de ces rencontres? Quand on parle de la rencontre ou de la coexistence Néandertal-Sapiens, là j'ai parlé de milliers d'années hein, tout à l'heure. Alors des milliers d'années, ça ne veut pas dire que dans un petit coin d'Europe, il y a pendant des milliers d'années des sapiens et des néandertals, et que voilà, ils se voient tous les matins de chaque côté de la rivière, ils se font coucou. C'est pas vraiment comme ça qu'on voit les choses. Hein. De fait, ce qu'on n'a pas, c'est des sites où on a de façon contemporaine les deux groupes. Alors il y a une exception peut-être. Hein. Il y a un papier qui a été découvert il n'y a pas très longtemps à propos, je parlais de ces derniers néandertaliens qu'on a en France, dans Lyon. Donc au milieu j'allais dire, d'un océan de restes néandertaliens, on a un petit bout d'os qui est peut-être de Sapiens, mais bon, il y a de quoi discuter. Mais sinon, on a l'impression quand même que localement, c'est la coexistence, elle dure pas très longtemps. Et maintenant, ça ne veut pas dire qu'à l'échelle d'une grande région, il n'y a pas cette cette coexistence. Ces gens-là, ils se déplacent quand même sur des centaines de kilomètres. Hein. Et donc, il est fort probable qu'ils savent qu'il y a les autres là-bas. Hein. Et alors, c'est une question qui est extrêmement débattue, mais on a, en France en tout cas, des industries qu'on trouve associées à des néandertaliens, donc des outillages, des armes, qui ressemblent
pas vraiment à ce que font normalement les Néandertals et qui ressemble beaucoup à ce que font les sapiens plus ou moins à la même époque. Et donc, la question, c'est qui a fabriqué ça? Si c'est des Néandertals, ça veut dire que ils sont quand même très fortement influencés par la présence des autres avec leurs nouvelles techniques, leurs nouveaux comportements, leurs nouvelles armes, leurs nouveaux objets. Et si c'est pas des Néandertaliens qui ont fabriqué ça, si ce sont des sapiens, que fichent ces restes de Néandertal dans ces sites-là? C'est un peu mystérieux. Oui, ce que nous disait Ludovic Slimak, il me semble de mémoire, c'est qu'il y avait des filons de minerais qui étaient à certains endroits, et lui, enfin, il me semble, hein, disait, on voit difficilement comment les sapiens auraient pu tomber dessus un peu au pif comme ça, sur les trucs très localisés, ce qui sous-entend peut-être que il y aurait Oui, non, mais moi, vous savez, quand j'étais petit, le premier article que j'ai publié dans Nature, c'était exactement à ce sujet-là, hein, c'est-à-dire, j'avais dit, c'est très bizarre que qu'on trouve cette conjonction de restes humains et d'industrie. Une des explications, c'est une diffusion, en fait, hein, de connaissances d'un groupe à l'autre. Donc ça, j'allais dire, c'est une boîte qui reste ouverte, mais c'est une boîte de Pandore, hein, c'est-à-dire tous les prétoriens se battent là-dessus, personne n'est d'accord, etc. Mais c'est difficile d'imaginer qu'il y ait des contacts génétiques et qu'il n'y ait aucun effet sur le plan du comportement. Oui. Il faut quand même s'approcher un petit peu, hein. Et donc, là, quel que soit le mécanisme, il y a forcément un contact. On a une question hyper précise dans le chat qui nous dit: qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse défendue par la paléoanthropologue Pat Shipman, selon laquelle l'homme de Néandertal aurait été victime de l'alliance entre Homo sapiens et des loups domestiqués, donc des chiens? Ah oui, non, je connais bien cette histoire. Oui. Le problème, non, c'est une jolie histoire, hein, mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Néandertal a disparu longtemps avant qu'on ait des traces, j'allais dire, indéniables de la domestication du chien. Alors, évidemment, Shipman, d'autres disent, ah oui, mais peut-être que on ne sait pas les reconnaître, hein, parce que c'est des loups, en fait. Hein. C'est des loups, mais enfin, c'est quand même très tiré par les cheveux, parce que il y a au moins 10 000 ans entre les derniers Néandertaliens et les premiers chiens vraiment sûrement domestiqués. Alors, et encore, là, je prends l'hypothèse haute, si je peux dire, de l'âge, de la date de domestication du chien. Donc, moi, j'y crois pas trop. Je pense que les sapiens n'ont pas eu besoin de loups domestiques pour remplacer les Néandertaliens et pour prendre leur territoire. Vous avez fait quelques fouilles à Bachokirou en Bulgarie et à Ranis en Allemagne. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Justement, on a eu, dans ces deux sites, en fait, ce qui m'attirait là, c'est quoi? Entre ces industries lithiques, enfin ces objets de pierre taillée fabriqués par l'homme de Néandertal, et puis ce qu'on va trouver au-dessus, fabriqué par des sapiens, ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, il y a tout un tas d'assemblages d'outils un peu bizarres qu'on a longtemps appelés des industries de transition. Alors pourquoi? Parce que, en fait, elles avaient des caractères un petit peu de ce que faisaient les Néandertals et un petit peu de ce que faisaient les autres après. Et l'idée générale, ça a longtemps été que, en fait, ces industries de transition, c'était les Néandertaliens qui avaient, si je peux dire, connu leur propre évolution vers une sorte de paléolithique supérieur, mais malheureusement pour eux, pas assez vite, et donc les autres étaient arrivés avec le vrai paléolithique supérieur. Et donc, aussi bien à Bachokiro qu'à Ranis, on a étudié des sites où on avait ce fameux style d'outillage, alors différent à Bachokiro et à Ranis. Mais en fait, ce qu'on a montré dans les deux sites, c'est que ce n'était pas des Néandertals qui avaient fabriqué ça, c'était des sapiens.
Et donc ça a montré plusieurs choses. D'abord, ça a montré que les sapiens étaient arrivés en Europe beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. Avant 45 000, on en a déjà en Allemagne. Ensuite, ces sapiens, ils arrivent, je le disais tout à l'heure, dans des environnements qui sont des environnements difficiles. En Allemagne, la Ranis, ce site-là, on a pu évaluer la température moyenne d'hiver pendant que les gens habitent là. C'est 12 degrés en dessous de la température moyenne d'hiver actuelle en Thuringe. Je peux vous dire qu'en Thuringe, en hiver, vous n'avez pas envie de passer la nuit dehors. Eh bien, 12 degrés en dessous, c'est le climat qui règne au nord de la Scandinavie actuellement, voilà, à la limite des arbres là-haut. Donc, c'est pas de la rigolade. Hein. C'est des petits groupes, je parlais de centaines d'individus. Ces groupes sont indépendants, ceux qu'il y a à Bachokiro, Ranis, etc. Ils viennent séparément du Proche-Orient. Et alors, ils ont des histoires différentes. Ceux de Ranis, ils ont un peu d'ADN néandertalien dans leur génome, en plus de celui ramené du Proche-Orient. Donc ça, c'est parce qu'ils ont un contact local avec des Néandertals. Ceux de Ranis, non. Eux, ils n'ont aucun contact. On a des choses extraordinaires dans ces sites. Par exemple, à Ranis, on a plusieurs individus. On a alors, tout ça, c'est identifié, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est des petits bouts d'os comme ça qu'on a identifiés grâce à des techniques moléculaires au milieu de milliers de fragments osseux d'animaux. On a une mère et sa fille. Et cette mère, elle a, à 220 km de là, une cousine éloignée dont on a trouvé le génome en Moravie, donc en République tchèque. Et donc, ça donne une idée de la taille des territoires parcourus par ces gens-là. Ces restes de Ranis et de Bachokiro nous ont appris beaucoup sur, en fait, cette première vague. C'est vraiment des populations pionnières qui, en fait, elles-mêmes vont être remplacées un peu plus tard par d'autres sapiens qui arrivent. Donc, l'ADN des hommes de Ranis ou de Bachokiro, eh bien, on n'en trouve aucune trace dans les populations actuelles d'Europe. Mais on trouve des traces de chasseurs-cueilleurs qui arrivent plus tard. Donc, ce qu'on voit à travers ce qu'on a compris à travers ces sites, c'est que ce remplacement des Néandertals par les sapiens en Europe, c'était quelque chose qui était beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait. On avait l'image d'une espèce de vague comme ça de sapiens qui arrivaient, qui remplaçaient tout le monde. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une espèce de mitage de la périphérie du territoire néandertalien par des petits groupes qui viennent, qui s'installent, qui survivent dans des environnements assez difficiles. Probablement, ils sont là parce que les Néandertaliens, ils vont pas vraiment. Et puis, voilà, il y en a d'autres qui vont venir derrière, et puis d'autres, et puis d'autres. Et puis, il y a 40 000 ans, alors là, c'est vraiment la vague. Et là, c'est fini. Là, il n'y a plus de Néandertaliens du tout. Et d'ailleurs, en Asie, il y a exactement le même phénomène avec les Denisoviens. On a pas mal de questions du public et quelqu'un nous demande si une épidémie aurait pu toucher un groupe et pas l'autre, et qu'on peut avoir des phénomènes qui se rapprochent de ce qu'on a connu sur la colonisation de l'Amérique ou ce genre de choses. Bon, moi, je suis un peu sceptique sur l'épidémie. Parce qu'une épidémie qui dure 6000 ans, ça fait longtemps quand même. Hein. Donc, les Indiens d'Amérique du Sud et du Nord, ils ont vu leur démographie chuter en quelques générations après le contact avec les Européens. Mais là, on a des Néandertaliens qui vivent tranquilles pendant 6000 ans dans le sud-ouest de l'Europe, pendant qu'il y a de l'autre côté du Rhin, il y a des sapiens. Ça colle pas tellement. Alors, il y a des tas d'hypothèses qui ont été proposées pour l'extinction des Néandertaliens. Hein. Le climat, les éruptions volcaniques, les rayons cosmiques, des tas de trucs, les épidémies, l'endogamie, enfin des tas de trucs. Bon. Moi, je vois ça comme
une espèce de façon de se donner bonne conscience en trouvant des explications autres que celle qui paraît la plus évidente, c'est-à-dire c'est en fait l'arrivée des sapiens qui mène ces groupes-là à la disparition. Parce qu'en fait, la question, c'est pas pourquoi les Néandertaliens ont disparu. Parce que s'il y avait que les Néandertaliens qui avaient disparu, ça serait une question pertinente. Mais en fait, tout le monde a disparu à part les sapiens. Donc la vraie question, c'est pas qu'est-ce qui se passe avec Néandertal ou Denisova ou l'homme de Flores. La question, c'est qu'est-ce qui se passe avec Sapiens, qui fait que quand il va quelque part, alors pas au début, mais disons après 50 000, quand il va quelque part, tôt ou tard, il va remplacer les populations locales. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié moi je vois ça comme ça, hein, aux caractéristiques de ces sociétés de Sapiens, c'est-à-dire c'est un mixte à la fois de technologie, d'innovation, de complexité sociale. Quand je dis complexité sociale, je veux dire quoi? Je veux dire que une des caractéristiques des sociétés humaines, c'est l'étendue des réseaux de solidarité. Donc les hommes d'aujourd'hui, ils sont capables de collaborer et de se sentir solidaires de gens qu'ils connaîtront jamais. Ça, je pense que c'est quelque chose que notre espèce a développé probablement bien au-delà de ce qui existait chez d'autres. Et puis on connaît, alors c'est un peu politiquement incorrect de dire ça aujourd'hui, mais on a quand même un certain nombre de données génétiques et aussi anatomiques qui suggèrent que l'évolution du cerveau, un certain nombre de choses qui se passent dans le développement cérébral, la mise en place de sa connectivité, aussi des questions de coût énergétique du cerveau. Bon, c'est une question un peu complexe, mais qui se passe dans notre espèce et qui ne se passe pas dans les autres. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme d'accélération dans notre espèce à un moment donné qui fait qu'on va faire à peu près la même chose que font les autres, hein, mais on va le faire mieux. Voilà. Et ça, ça a été fatal aux autres, apparemment. Je retiens le beau message qui est qu'une partie de notre succès, c'est la solidarité. Voilà. Ah oui, ah non, mais absolument, absolument. Il y a quelqu'un justement sur l'évolution du cerveau qui demandait tout à l'heure est-ce que c'est vrai que la consommation de la viande a eu un effet sur le développement du cerveau? C'est plutôt le contraire, en fait. Hein. C'est-à-dire que d'ailleurs, je regrette qu'on n'ait pas parlé de ça trop dans l'interview parce que c'est vraiment une question qui me tient à cœur. Mais on a parlé de l'évolution du cerveau. Tout à l'heure, j'ai dit, depuis 2 millions d'années, le cerveau, il augmente de taille, etc. Il se passe des tas de choses autour du cerveau. Et puis, en particulier dans notre espèce, le cerveau, c'est un organe formidable. C'est ce qui nous permet de faire des tas de choses, y compris des vidéos pour YouTube, mais aussi avant ça, des tas de choses. Et en particulier, cette modification de l'environnement dont je parlais tout à l'heure et cette complexité sociale dont je parlais. Le problème du cerveau, c'est que ça coûte très cher. Ça coûte très cher en énergie à l'organisme. Donc, à peu près 20% de l'énergie nécessaire pour nous maintenir en vie, nous devons la consacrer à 2% de notre masse corporelle. Donc le cerveau, il consomme 10 fois plus d'énergie par unité de poids que le reste du corps. Et ça, c'est un vrai problème. Alors d'abord, ça veut dire que les hommes, ils ont un métabolisme, un niveau de consommation d'énergie, si on peut dire les choses comme ça, plus élevé que les grands singes. On n'est pas écolo de nature. Voilà. Non, on consomme beaucoup d'énergie et à un moment donné, il a été nécessaire d'augmenter cet apport d'énergie et ça s'est fait en grande partie à travers l'alimentation. Donc on a opté vers une alimentation qui était toujours omnivore, mais où on a donné la priorité à des choses très riches en calories. Donc on aime le gras, on aime le sucre, c'est normal. C'est pas espèce de maladie, c'est normal. Et donc, à un moment donné, on voit se développer, alors ça remonte à Homo erectus, hein, on voit
augmenter la prédation, c'est-à-dire que les singes, enfin, les chimpanzés chassent des petits animaux, nous on en chasse des gros. Et donc on voit ça se développer. On pense qu'au départ, ce qui motive cette prédation, c'est probablement plus la graisse que la viande elle-même. Et puis, voilà, on peut manger des tas de choses, on peut manger du miel, on peut manger des tas. Donc, il y a ce changement du registre énergétique. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que on va avoir une réallocation d'énergie au sein de notre organisme. C'est-à-dire qu'on va en gros économiser de l'énergie sur certains postes, la digestion, la locomotion, la reproduction, des choses comme ça, et on va réallouer cette énergie au cerveau. Donc le cerveau, c'est une espèce d'organe qui vampirise un peu toute l'énergie de notre corps. Et ça a été un phénomène moteur dans l'évolution, en particulier parce que ça a modifié de façon très profonde la façon dont nous nous reproduisons, dont nous donnons naissance à des petits et nous les élevons, et puis à la façon dont nous extrayons de l'énergie de l'environnement. Pour dire les choses de façon assez résumée, le fait que le cerveau consomme autant d'énergie, ça nous oblige à avoir des enfants qui naissent avec un cerveau relativement petit par rapport à la taille adulte et qui vont mettre très longtemps à devenir adultes. Et le fait qu'ils mettent très longtemps à devenir adultes, ça implique quoi? Ça implique que le développement des enfants, c'est pas le problème d'une femelle isolée, comme c'est le cas chez les chimpanzés, c'est un problème pour un groupe d'adultes. Et donc, on dit que les hommes sont des reproducteurs coopératifs, c'est-à-dire c'est l'ensemble du groupe qui permet la production des enfants. Et pourquoi? Parce que les adultes extraient de l'environnement 2 fois plus d'énergie que ce dont ils ont besoin à titre individuel pour le redistribuer vers ceux qui sont dépendants et singulièrement les enfants. Donc depuis le début, enfin depuis au moins 2 millions d'années, on est énergie addict et on extrait de l'environnement plus que ce dont on a besoin. Et ça va ne faire que s'amplifier avec ces modifications de l'environnement dont je parlais tout à l'heure, parce que voilà, un chasseur-cueilleur, c'est une ampoule de 100 watts en termes de consommation d'énergie. Voilà, un Américain de la fin du XXe siècle, c'est 20 000 watts, hein, c'est pas pareil. Hein, et donc, il y a ce lien entre développement du cerveau et coût énergétique et puis relation avec l'environnement. Et alors du coup, le rôle de la viande là-dedans, parce que vous nous avez dit que du coup c'était l'inverse. C'est-à-dire que en fait, le problème, c'est pas parce qu'on a mangé de la viande que notre cerveau a poussé, c'est parce que il y avait des pressions de sélection sur notre cerveau pour qu'il devienne de plus en plus gros, de plus en plus performant, de plus en plus compliqué. Et ça, c'était lié. En gros, notre karma, notre niche écologique, c'est d'être d'être malin, de fabriquer des outils, d'avoir de la complexité sociale, de modifier l'environnement. Et on n'a pas le choix, on est rentré là-dedans il y a des centaines de milliers d'années, on ne va pas en sortir. Hein. Et donc, on est poussé dans cette direction-là. Et donc, on a été poussé dans la direction de trouver plus d'énergie pour le cerveau. Donc, on a joué sur tous les postes, un peu avec... c'est comme le budget de la France. On augmente les impôts et on essaie de faire des économies. Et bien là, on a fait pareil. On a essayé de nourrir au maximum notre organisme. On a augmenté notre métabolisme, notre niveau de métabolisme. Et en même temps, on a, si je peux dire, coupé dans des tas de postes qui coûtaient en énergie, la longueur de notre intestin, notre façon de marcher, etc., pour récupérer toujours plus d'énergie. Alors, soit étant passant, moi, ça, il faudrait faire une autre émission là-dessus, hein, mais chez Sapiens, chez Néandertal, chez les Dénisoviens, on a une augmentation de la taille du cerveau constamment en lien avec ces pressions de sélection. Chez Sapiens,
En fait, depuis Djebel Iroud, la taille de notre cerveau n'a pas beaucoup changé. Et donc, peut-être que c'est le secret de la réussite de Sapiens, justement. C'est-à-dire que l'évolution nous a poussé dans une voie un peu différente des autres, qui a été une amélioration de nos performances cognitives, non pas par une augmentation de taille, mais par une réorganisation et par une meilleure connectivité. Et on a des indices paléogénétiques des mutations qui ont permis ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que, au final, voilà, un sapiens, ça coûte un petit peu moins cher en énergie que probablement un néandertal ne coûtait. Et dans cette espèce de compétition, dans l'exploitation de l'environnement, la production d'enfants, la survie des enfants, eh ben ça c'est une petite différence qui a peut-être compté. C'est passionnant. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que d'une part, moi, je serais ravi qu'on remette le couvert un de ces quatre sur, sur ce type de sujet. D'autre part, je me dis que le jour où je rencontre des extraterrestres, je pourrais peut-être me dire « Ah, on va bien bouffer », parce qu'effectivement, c'est dans la représentation qu'on a, ils ont des grosses têtes. Et est-ce que vous auriez peut-être des références bibliographiques ou autres à conseiller à ceux qui nous écoutent pour en savoir plus sur le sujet du jour ? Alors, sur exactement le sujet qu'on vient d'aborder, et qui, moi, je pense, est central dans l'évolution humaine, donc j'ai publié un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « La tyrannie du cerveau », justement, et qui revisite un petit peu l'évolution humaine et l'évolution des hominines, les australopithèques, Homo erectus, l'homme de Néandertal, à la lumière de ce phénomène. C'est-à-dire la question de l'énergie, de comment on extrait de l'énergie de l'environnement, à quoi on l'utilise et comment ça affecte profondément les sociétés humaines. Je parlais tout à l'heure des enfants qui mettent très longtemps à grandir. Vous savez, il y a un truc qui est absolument fascinant. Les petits-enfants, les nourrissons, les nouveau-nés, il faut très vite, ils apprennent à créer des liens affectifs avec d'autres adultes que leur mère. À cause de ce lien de dépendance que les petits humains ont par rapport au groupe social. Et ça, c'est probablement la racine de notre prosocialité, de notre capacité à créer des relations avec des autres. Donc, vous voyez, ça va très au-delà de ces questions de bouffe, d'énergie, etc. C'est vraiment, j'allais dire, notre vie affective et notre vie psychologique qui s'enracinent dans ces problèmes-là. Donc, il faut lire La tyrannie du cerveau. Donc, c'est chez Robert Laffont. Ça, c'est la référence que je recommande. Voilà. Après, j'ai écrit d'autres bouquins. C'est facile de trouver ça sur Internet. Les leçons inaugurales du Collège de France. Et puis, voilà. Alors, au Collège de France, il y a des dizaines de conférences qui sont accessibles en ligne sur le site du Collège de France. Il y a une chaîne YouTube du Collège de France avec une playlist qui s'appelle Paléoanthropologie. Il paraît que c'est la playlist la plus regardée de la chaîne YouTube de France. Non, c'est un sujet qui passionne le public. Et puis, voilà, il y a je pense que probablement vous mettrez en lien bien évidemment. Voilà, des liens vers des documentaires. J'ai participé à pas mal de documentaires, parfois avec regret, parce que je ne suis pas toujours content de ce que c'est devenu après, mais il y en a 2 ou 3 qui sont assez bons. Et puis des podcasts, des tas de choses. Et alors, pour conclure cette émission, est-ce que vous avez des actus sur quoi ça bosse en ce moment ? Alors, des actus, oui, j'en ai. Alors, je travaille toujours beaucoup au Maroc. Donc, au mois de mai, je serai là-bas sur le terrain. Et donc, on a des fouilles en cours dans 2 sites. Donc, ce sont des sites qui concernent la période entre Djebel Iroud et puis la sortie d'Afrique. Donc, c'est cette période où on voit en Afrique cette montée de ce que certains ont appelé la modernité culturelle, le fait d'avancer vers des sociétés à la fois technologiquement et puis sur le plan de l'organisation de plus en plus complexe. Et puis, voilà, on a un papier qui est soumis à publication à une revue
très connu dont le nom commence par N, mais j'ai pas le droit de dire ce qu'il y a à l'intérieur du papier parce que tant qu'il n'est pas accepté et publié, c'est un peu sous embargo, c'est même complètement sous embargo. Donc je croise les doigts en espérant que bientôt ça sera sorti. Et donc c'est un papier qui concerne des choses un peu plus anciennes que Jebel Irhoud. Donc on regarde en amont de Jebel Irhoud et en aval ce qui se passe. Merci en tout cas Jean-Jacques de nous avoir accordé un petit peu de votre temps parce que c'était vraiment passionnant. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Merci encore Jean-Jacques. Merci.